Il est temps de parler de l'un des personnages les plus importants de Warhammer 40 000 et qui est d'après moi l'un des personnages qui a permis à Warhammer et principalement à nous, la commu, d'aimer un petit peu plus les ultramarines. Alors je sais ce que vous allez vous dire, non les ultramarines ne sont pas tout chiants, faites-moi confiance, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir le résumé de ce livre, évidemment avec spoiler donc faites attention si vous voulez pas être spoilé, mais surtout vous allez comprendre pourquoi est-ce que les ultramarines sont bien mieux écrits que les autres factions, et c'est principalement grâce à leur auteur, Graham McNeill, que j'adore énormément, pour moi c'est un des meilleurs auteurs de Warhammer 40 000, mais surtout, accrochez-vous bien, car si j'ai tort et que d'après vous, ce personnage et les ultramarines restent mauvais et que vous les aimez toujours pas, à la fin de la vidéo, insultez-moi. Mais si j'ai réussi à vous montrer que ce livre, cette série de livres dont il y a plus de 6 livres, en vaut la peine, faites-moi confiance et surtout faites-moi plaisir, abonnez-vous, likez, partagez, vous me devez bien ça, je vous ai fait changer d'avis. Et croyez-moi, c'est ce qui va arriver. Alors, on est tout de suite parti avec la série de livres qui m'a le plus marqué de Warhammer 40 000. Premièrement, voici la description de la couverture. Nouvellement promu capitaine de la 4ème compagnie des ultramarines, Uriel Ventris mène ses guerriers sur le monde de Pavonis, où de vicieux raiders extraterrestres sèment la mort et la destruction. Alors que Pavonis sombre dans l'agitation politique, Uriel et ses guerriers doivent combattre les Xénos tout en démêlant un complot visant à libérer un mal ancien qui est enfoui dans les profondeurs du monde, le mystérieux et mortel Nightbringer. Pour simplifier le synopsis du livre, on pourrait simplement l'expliquer de cette manière. Après avoir remplacé son ancien capitaine et mentor, Idaeus, le capitaine Uriel Ventris entreprend sa première mission sur la planète Pavonis avec la 4ème compagnie des ultramarines. En proie au doute quant à ses capacités, à des ennemis extraterrestres et à des opportunistes traîtres, Ventris doit se battre contre tous s'il veut vaincre une ancienne horreur qui va bientôt se réveiller. Petite information très importante, Idaeus, donc le premier capitaine de la 4ème compagnie qui va mourir, va léguer une épée à Uriel Ventris, qui sera l'épée qui le symbolise par la suite, dont il va bien tout faire pour honorer la mort et la vie de son ancien camarade et capitaine. Tout au début de cette partie du livre, on apprend pas mal de choses ultra intéressantes, et premièrement, moi c'était la première fois que je lisais un livre de Warhammer 40K qui était avec une suite, et du coup je savais qu'il allait se passer beaucoup de choses qui allaient retourner ma vision du lore, et ça va vous faire la même chose à vous. Premièrement, ce que j'avais remarqué, c'est que je savais qu'il y avait encore des loyalistes, donc des Space Marines par exemple, des Salamanders, Imperial Fist, ou même des Ultramarines, qui avaient tourné le dos et qui étaient devenus des traîtres. Mais certains d'entre eux n'avaient pas encore changé leur armure, et c'est ça qui est assez marrant, car dans le début de ce livre, on voit une armée qui attaque un bunker de Space Marine, là où Uriel Ventris, Idaeus et le reste de l'escouade se trouvent pour défendre un point stratégique près d'un pont, et ce qui est très marrant, c'est qu'on peut voir des troupes qui ressemblaient à des troupes cadiennes, donc des troupes simplement lambda humaines, avec des tanks, avec des blindés, mais aussi des blindés Space Marine et des Space Marine renégats, dont des Night Lords aussi. Mais dans le lot, il y avait des Salamanders, qui se trouvaient chez les traîtres. Et je me rappelle avoir lu ça plusieurs fois en mode « Comment ça? Il peut y avoir des Salamanders traîtres ?» Et en fait, mon cerveau n'avait pas fait le lien que oui, certains loyalistes peuvent tourner le dos à l'empereur et quand même aller chez les traîtres. Et mon cerveau n'arrivait pas à faire ce lien. Et oui, donc comprenez bien que certains loyalistes, même actuellement, pourraient très bien se retourner contre l'empereur. Et c'est hyper important car moi c'est vraiment ce livre qui m'a permis de comprendre la gravité de ce genre d'acte. Parce que même moi j'ai eu du temps à incorporer l'information. Reprenons notre récit. Dans la première partie, on apprend pas mal de choses. Uriel Ventris, capitaine nouvellement promu de la 4ème compagnie des ultramarines, se voit confier une mission par le maître de chapitre Marneus Calgar. La mission est simple. Un monde impérial, le monde de Pavonis, n'a pas payé sa dîme impériale à cause des déprédations des pirates Eldar Noirs et des actions d'un mystérieux groupe terroriste, la fameuse Église des Anciennes Voies. Pour ceux qui ignorent ce qu'est la dîme impériale, comprenez bien que chaque planète au sein de l'impérium loyaliste n'a eu aucun choix que de donner une dîme impériale, c'est-à-dire des ressources, par exemple des munitions, des armes ou même des hommes pour les armées de l'impérium, donc l'Empire. Et je dis bien qu'ils n'ont pas eu de choix, car si vous ne pliez pas genoux à l'empereur, durant sa grande croisade, vous étiez exterminé, simplement. Uriel et la 4ème compagnie sont chargés de reprimer les Eldar et de protéger l'adepte de haut rang de l'administratum envoyé sur Pavonis pour régler les problèmes. Lors d'une première escarmouche contre les Eldar noirs à l'extérieur du système, le croiseur d'assaut des ultramarines, Vaevictus, évite de justesse une embuscade tendue par le Storm Raider, le vaisseau des Eldar. Vaisseau qui était dissimulé par son moteur mimique. Comme je l'ai dit, Uriel Ventris devait aussi escorter un certain membre de l'administratum. Mais étrangement, c'est ce fameux membre de l'administratum, qui est censé être quelqu'un qui est
est simplement là pour, s'occuper de l'administration de l'Imperium. Alors oui, grossièrement expliqué, ils servent à ça, ces gens de ce secteur-là. Mais pourtant, beaucoup de gens au sein des Space Marines, durant cette mission, vont avoir des doutes sur sa réelle intention. La raison est très simple, le vaisseau Eldar Noir qui était camouflé a été bizarrement repéré par cet adepte de l'administratum et adepte nommé Ario Barzano. C'est à ce moment-là que le Lord Amiral Tiberius se demande si cet humble gratte-papier, comme il aime l'appeler, n'en fait pas plus que ce qu'il laisse entendre. Sur la planète Pavonis, les choses vont de mal en pis. En tant que monde minier, Pavonis est dirigé par un ensemble de cartels industriels, le chef de l'un d'entre eux étant nommé gouverneur à la majorité des voix. L'actuel gouverneur, Mykola Shonai, est un dirigeant solide et expérimenté, mais il est sur le point d'être renversé. Comme si les Eldar Noirs et les terroristes ne suffisaient pas, les taxes qu'elle a été obligée d'imposer provoquent des émeutes dans toutes les rues. Lorsque Barzano et les Ultramarines tombent sur la planète Pavonis, ils sont accueillis par le chef d'un cartel rival, un fameux Vandere Talun. Le membre de l'administratum, Barzano, est légèrement surpris, pensant que l'heure exacte de leur arrivée était censée être un secret. D'un air maussade, il conclut que le représentant local de l'administratum, Balion Varl, est dans la poche des Talun, la fameuse famille du cartel, et que si ce cartel contrôle déjà l'administratum, il y a de fortes chances que ce ne soit pas la seule chose qui soit contrôlée par cette grande famille. Au moment où les Ultramarines arrivent au sein du Sénat, un étrange événement se produit. Ils sont arrivés juste à temps pour voir Talun demander un vote de défiance contre le gouverneur Shonai. Rapidement appuyé par les chefs de cartel Casimir de Valtos, Solana Vergun et Tarin Onan, le vote fut accepté, jusqu'à ce que Barzano fit interruption et déclare le vote en suspens, déclarant qu'il maintiendra Shonai à son poste pendant qu'il sera sur place pour régler les problèmes de Pavonis. Étant donné que ce cher Barzano est envoyé par l'Imperium, il est aussi un représentant de l'empereur d'une certaine façon, et de plus, il est épaulé par plusieurs Space Marines, et très peu d'humains peuvent rivaliser face à eux. Lors d'une réunion privée avec Shonai, Barzano l'informe franchement qu'elle a manqué à son devoir de gouverneur et qu'il ne s'attend pas à ce qu'elle reste en poste. Mais pour l'instant, il la considère comme le moindre de tous les maux. Il l'encourage donc à coopérer pleinement avec lui ainsi que les Space Marines pour traquer les Eldar Noirs et les terroristes, ce qu'elle fit avec plaisir. Pendant ce temps, Talun fait part à De Valtos de l'échec de leur coup d'état politique. Et De Valtos, le chef du cartel le plus puissant, suggère calmement qu'ils poursuivent leur plan initial. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie. Barzano demande à Uriel et au Vaevictus de commencer à patrouiller dans le système et de localiser la base des Eldar Noirs. Petit rappel, le Vaevictus, c'est le vaisseau des Ultramarines. Ils suivirent alors la piste jusqu'au monde récemment dévasté de Caernus IV, où un survivant, à peine vivant, murmure à Uriel que les pirates cherchaient quelque chose. Sur une colline à l'extérieur de la colonie ravagée, ils trouvèrent un endroit rempli de métal étrange, marqué de sigils xéno, mais il se trouvait aussi un renfoncement où un objet semblait avoir été enlevé. Uriel craint que les Eldar Noirs ne soient là pour une raison autre que la simple piraterie. L'amiral Tiberius signale alors que le vaisseau des Eldar est en approche, et qu'il devrait pouvoir se mettre à l'abri et lui tendre une embuscade. Uriel, qui fait preuve d'un esprit peu orthodoxe que son prédécesseur Idaeus a essayé de lui transmettre, a un plan différent. Au lieu de retourner sur le vaisseau, le Vaevictus, Uriel décide de faire décoller leur Thunderhawk de la surface de la planète afin de procéder à un abordage direct. Petite anecdote, la manière dont Uriel Ventris apprend les informations vis-à-vis des Eldar Noirs grâce à la fameuse personne qui est blessée est ultra intéressante. Et c'est pour ça que je donne pas toutes les informations, même si j'ai pris certaines notes encore par rapport à ça, je pourrais vous lire, mais je vous invite vraiment à lire ce livre qui est juste merveilleux. Uriel et ses quelques hommes montent alors à l'intérieur du Thunderhawk. Finalement, ils réussiront à se frayer un chemin jusqu'à la passerelle du vaisseau Eldar Noir en y pénétrant, de manière plutôt violente, soyons honnêtes. Ils finiront par découper totalement la coque du vaisseau des Eldar Noirs pour y pénétrer et surtout prendre l'ennemi par surprise. Arrivé sur la passerelle, Uriel affronte l'archonte Keshark. Il s'agit d'un puissant Eldar Noir, ultra puissant, qui utilise des choses presque démoniaques, des entités du Warp qui vont le protéger, mais aussi attaquer Uriel en même temps que l'archonte. Malheureusement pour Uriel Ventris, il n'est pas de taille à affronter l'Eldar en corps à corps, mais il finit tout de même par réussir à le repousser d'un coup de son pistolet bolter, qui lui arrache une douloureuse partie de la joue. Les Ultramarines se replient alors sur les Thunderhawks et se désengagent. Le Vaevictus ne peut espérer rivaliser avec la vitesse du Raider, mais il n'en a pas besoin. Le vaisseau se dirige directement vers
vers Pavonis. Cette mission fut un véritable succès, même s'il n'a pas été total, car de nombreux Eldar noirs ont été anéantis. Plus tard, une grande manifestation de travailleurs et de civils mécontents se rassemble à Brandon Gate, la capitale de Pavonis. Les Arbites, l'équivalent de la police sur les mondes impériaux, ont reçu l'ordre de ne pas répondre par la violence, et il semble que la manifestation, bien que passionnée, ne tournera pas mal. Malheureusement, un groupe d'agents terroristes se faisant passer pour des Arbites ouvre le feu sur la foule, déclenchant une émeute ultra violente. Comprenez bien que ces terroristes sont habillés de la même manière que les Arbites pour faire croire que c'est les Arbites, les soi-disant good guys, qui sont en train de tirer sur la foule. Alors la foule se met en colère et attaque les vrais Arbites. Les terroristes vont tenter de s'enfuir, mais le commandant des Arbites, nommé Virgil Ortega, les repère à la dernière minute et lance une escouade de juges à leur poursuite. Ce que nous appelons les juges dans Warhammer 40 000, c'est bien les juges Arbites, ceux qui sont là pour juger la loi. Malheureusement, ils seront vite dépassés par les terroristes, mais une escouade de 8 ultramarines, dirigée par le sergent Learchus, agissant sur les ordres de Barzano, passe en force, et il parvint même à capturer le chef des terroristes, Amel Veden. Mais l'émeute fait rage, et 4000 personnes sont mortes à la fin de la journée. Cet événement fut un désastre. Le gouverneur Shonai est plutôt stimulé par le carnage, et leur première piste solide vers les terroristes, qui s'avère être un capitaine d'un régiment de la force de défense planétaire parrainé par les Talûn, le fameux cartel, n'annonce rien de bon pour la suite. Car ce fameux cartel des Talûn semblerait avoir envoyé ces terroristes, mais le refuge où ces derniers se trouvaient semble appartenir à une autre maison, la famille Onan. À ce moment-là, la gravité de la situation et la gravité de la puissance que pourraient avoir les cartels tous réunis pour faire un soulèvement d'État semble très présente, même face aux personnes qui sont là pour les bonnes raisons. Je parle évidemment du gouverneur planétaire, qui certes ne fait pas les choses correctement, mais qui fait du mieux qu'elle peut. Pour continuer les mauvaises nouvelles, il reste énormément d'investigations à mener, et le gouverneur décide à contre-cœur de mobiliser le reste de la force de défense planétaire pour boucler le régiment suspect. Le lendemain, Tarin Onan, le chef de la maison Onan, arrive à la propriété de Valtos, furieux d'avoir été détenu et interrogé par les Arbites locaux. Il attend de la sympathie de la part de son ami de Valtos. Vous allez vite comprendre que notre très cher de Valtos est bien plus vif et bien plus sournois que n'importe quel Xeno ou n'importe quel hérétique qui se trouve dans la galaxie, car ce dernier va directement se retourner contre l'un des chefs du cartel, le fameux Tarin Onan, en lui administrant un sédatif qui va le paralyser. Un sédatif qui fut administré par un Aemonculus Eldar noir. Pour faire simple, les Aemonculus sont des psychopathes, des Eldar noirs qui adorent principalement les poisons. Il semblerait que de Valtos, celui qui tente de faire un coup d'état en ralliant tous les cartels à sa cause, aurait des alliés bien plus puissants que les humains. Lors d'une conférence avec Barzano, le fameux membre de l'administratum, la gouverneure Shonai et ses adjoints sont stupéfaits d'entendre sa théorie selon laquelle quelqu'un sur la planète travaille avec les Eldar noirs, et que tous les innombrables problèmes sur Pavonis font partie d'un plan bien plus vaste, visant à détourner les autorités impériales de leur objectif principal. Et dans une autre partie du palais, une porte de la passerelle s'ouvre, libérant des monstres griffus, envoyés pour assassiner le gouverneur et Barzano. 2 de leurs gardes du corps ultramarines sont tués, mais les bêtes seront anéanties, et Barzano se révèle être un combattant mortel avec une épée énergétique. Et en réalité, bien plus qu'un simple guerrier et membre de l'administratum, il est un inquisiteur de l'Ordo Xeno. Nous arrivons maintenant à la 3e partie. La mèche de la conspiration que Barzano soupçonne et a pu sentir n'a pas seulement été allumée, elle est beaucoup plus courte qu'il ne le croyait. Le lendemain matin, des unités de la force de défense planétaire loyale au cartel Talûn et de Valtos se mobilisent autour de toute la ville, annonçant leur intention de maintenir la paix, puisque le gouverneur n'a pas réussi à le faire. Leur technique pour maintenir la paix est d'encourager toutes les troupes armées à prendre tous les tanks et toute l'artillerie la plus lourde afin de bloquer la ville depuis l'extérieur. Uriel et ses troupes retournent alors sur Pavonis. Barzano examine les artefacts qu'ils ont ramenés de Carinus IV, la fameuse planète où ils ont trouvé le blessé qui leur a parlé de l'endroit rempli de métal un petit peu étrange. Rappelez-vous bien de cette information, on en aura besoin plus tard. Et Barzano choque la salle en annonçant qu'il s'agit de fragments d'un vaisseau spatial vieux de plus de 100 millions d'années. Cela suffit à confirmer les pires craintes de ce dernier. Le vaisseau, d'une puissance inimaginable, est lié à quelque chose sur Pavonis, et quelqu'un essaie de le réunir avec son propriétaire. L'Ortuen Perged, un assistant de Barzano, revoit l'échange des mots entre Uriel et l'Archonte Eldar et découvre un indice essentiel. L'Archonte a appelé son complice Kirzark, un terme perverti et grossier par les Eldar pour désigner une victime de leur art de la tortue.
Furieuse, Shonai comprend qui est le véritable cerveau de tous ces problèmes. Il s'agit évidemment de Devaltos. Uriel mène alors un raid sur le domaine de Devaltos, où ils combattent et tuèrent plusieurs de ses alliés Eldar noirs et trouvèrent les restes macabres de Solana Vergun et Tarin Onan. Oui, un autre membre du cartel, celui des Vergun, la chef, a été tué. Cependant, Devaltos lui-même est parti et a déjà mis en place la prochaine étape de son plan macabre. Dans la station des Arbites, le chef du cartel Bouchant Abrogas est libéré de prison par un cerf de rang inférieur, qui, en plus de ça, lui donne un inhalateur d'opiatix. Comprenez bien que l'opiatix, c'est une manière de parler d'opium et de ce genre de choses dans 40K, ou plus ou moins de drogue, mais on est toujours dans 40K, donc tout est sous stéroïdes, tout est au curseur x1000, donc forcément que c'est bien plus dangereux et bien plus violent que ce que l'on peut avoir dans le monde réel. Abrogas ne peut résister et prend une bonne bouffée de cette saloperie. Au final, ce qu'il doit finalement inhaler est une drogue créée par le chirurgien Eldar Noir qui réagit violemment avec la chimie de son corps et le transformera même en une bombe ambulante. La force de l'explosion détruit presque entièrement la maison des Arbites et donne le signal à Devaltos et aux forces de Talûn d'attaquer toute la ville. Grâce à l'agent de Valtos qui se trouve dans le centre de contrôle de la défense du palais, le bouclier anti-vide et anti-tir extérieur du palais n'est pas levé et les défenses aériennes sont orientées de manière à empêcher l'arrivée de renforts comme les Space Marines du Vaevictus. La maison des Arbites est bientôt assiégée et Ortega mène une défense désespérée. Au palais, Barzano persuade Shonai et son entourage de fuir vers les plateformes d'atterrissage du palais afin d'être transportés en sécurité dans le vaisseau ultramarine. Alors qu'ils atteignent la plateforme d'atterrissage, le fidèle assistant de Shonai, Almerz Chanda, s'empare d'un fusil laser et tue le pilote de l'appareil, puis blesse Barzano et Shonai. Lorsque Devaltos arrive sur la plateforme, Chanda présente à son véritable maître les captifs qu'il voulait. Devaltos remercie Chanda pour ses services, puis le paralyse avec une fléchette empoisonnée et le remet au chirurgien Eldar. Après tout, explique Devaltos, il ne pourrait jamais vraiment faire confiance à un serviteur qui a déjà trahi son propre maître. Soyons honnêtes, il n'a pas tort. Barzano prévient Devaltos que toute la colère de l'Imperium est sur le point de s'abattre sur lui, mais ce dernier se contenta de rire et dit qu'ils savent tous les deux que le pouvoir qu'il est sur le point d'obtenir peut faire face à tout ce que l'Imperium peut lui jeter à la figure. Mais alors, qu'est-ce que ce pouvoir? Accrochez-vous bien, car c'est bien plus grave que ce que vous pouvez imaginer. Nous arrivons maintenant à la 4e partie. Dans les cellules du palais, Shonai et Barzano écoutent Chanda se faire torturer pour l'amusement du chirurgien. Shonai demande ce que Devaltos cherche vraiment. Barzano répond que d'anciens textes font référence à un ancien dieu, un dieu nommé le Nightbringer, et ce dernier serait enterré sur Pavonis. Et il s'agit de quelque chose que, en toute honnêteté, Barzano ne croit pas pouvoir arrêter une fois qu'il sera réveillé. Pile à ce moment-là, le Thunderhawk d'Uriel, qui était de retour du domaine de Valtos, est autorisé à prendre d'assaut le palais. Se frayant un chemin parmi les forces de défense planétaires traîtres et les guerriers Eldar noirs, parviennent à sauver Barzano et le gouverneur et à s'extraire vers le Vaevictus. Devaltos a malheureusement déjà quitté le palais pour réclamer son dû. À bord du Vaevictus, Barzano déclare que leur seule option est l'exterminatus. Comme vous le savez, il s'agit d'une destruction totale de la planète pour protéger tout l'Imperium. Ce genre de cas est très rarement accepté et un inquisiteur décidera de faire ceci seulement en dernier recours. Car perdre une planète, c'est perdre énormément de ressources. Des ressources utilisables pour l'Imperium. Perdre des hommes, perdre évidemment des armes et surtout perdre énormément de choses qui pourront revenir sur le long terme, ainsi que le bois et n'importe quelle chose qui peut être manufacturée. Mais le gouverneur, Shonai, s'y oppose totalement. Alors commence un débat où Barzano dit qu'ils n'ont pas d'autre moyen d'arrêter Devaltos avant qu'il ne déterre le Nightbringer. Mais Uriel réfléchit rapidement, bien plus rapidement qu'un être humain. Alors il se souvient d'un détail qu'il a remarqué dans la propriété de Devaltos, un détail indiquant l'endroit où il fait des fouilles. Avec les connaissances de Shonai, ils sont capables de déduire que la tombe du Nightbringer est située dans la chaîne de montagnes de Tempra. Barzano accepte de laisser Uriel diriger une force d'intervention, mais il dit qu'en cas d'échec, Pavonis devra être détruite. Le site des fouilles est défendu par la force de défense planétaire traîtresse, mais elle ne fait pas le poids face aux Space Marines. Je me rappelle d'ailleurs très bien de cette scène où les forces de défense planétaire sont tout en haut de la colline et les Space Marines vont leur courir dessus alors qu'ils se font tirer dessus aux énormes canons laser et aux bolters lourds, mais eux ils foncent dessus comme des gros tarés et ils les explosent. Je me rappelle de cette scène simplement parce que c'est beaucoup trop marrant la manière dont c'est décrit en détail. Les Space Marines sont trop violents. Une fois que toutes les forces de défense planétaires sont anéanties, Uriel et son escouade descendent dans le puits de mine, accompagnés de notre très cher Barzano.
Petite information supplémentaire, Barzano descend en ascenseur alors qu'Uriel, ils ont pas vraiment besoin d'ascenseur, soyons honnêtes, ils peuvent sauter des 50 mètres sans trop de problèmes les Space Marines. À Brandon Gate, la capitale, la base de défense des Arbites est sur le point d'être submergée, lorsque le dernier survivant, Ortega, fait exploser les stocks d'armes. Et en se sacrifiant, lui et sa base, il réussit à emporter une grande partie des forces rebelles, mais les privant aussi de leur principal espoir de réapprovisionnement en armes. Sous la surface, De Valtos, accompagné de l'autre chef de cartel Talon et de l'Eldar noir Keshark, ils trouvent le sarcophage du Nightbringer, et ils y insèrent les composants manquants prélevés sur Cairnus 4. Au moment où les Ultramarines arrivent, le sarcophage commence à s'ouvrir, et les gardes Nécrons du Nightbringer s'animent. De Valtos, pensant à tort qu'il est toujours aux commandes, demande aux gardes de détruire les Ultramarines, mais les Nécrons commencent à attaquer les Eldar et les Space Marines. Finalement, le Nightbringer surgit, il se réveillait, enfin, mais il n'était pas totalement en capacité de faire tout ce qu'il peut quand il est à 100% de ses forces. À ce moment-là, les escortes humaines de Valtos hurlèrent de douleur, tandis que d'horribles visions les assaillaient, ce qui d'ailleurs poussa plusieurs d'entre eux au suicide. De Valtos lui-même connut un bref moment d'empathie avec le Nightbringer, une créature vieille de plusieurs milliards d'années, ayant le pouvoir d'effacer les étoiles entières de l'existence. Après tout, le Nightbringer a été presque enfermé dans un sarcophage, presque comme torturé, incapable de sortir d'où il était. De Valtos a subi de nombreuses choses similaires, de nombreuses tortures, certes beaucoup moins psychologiques, mais physiques. Mais il réalisa surtout qu'il était aussi insignifiant qu'un grain de poussière aux yeux du Nightbringer. Ignoré par la créature, il commence à exiger, puis à supplier d'être récompensé pour l'avoir libéré. Le Nightbringer daigne le remarquer un bref instant, le temps de le décapiter avec sa faux. Uriel comprit rapidement que tout dépendait de lui. Il se mit alors à plonger vers le sarcophage et à arracher les runes clés qui étaient implantées par De Valtos, les fameuses clés qui ont ouvert le sarcophage. Le Nightbringer s'arrête un instant et croise le regard d'Uriel, qui ordonne à l'entité de partir, faute de quoi il ordonnera au Vaevictus de détruire le vaisseau du Nightbringer avant qu'il n'arrive à Pavonis. Car oui, comprenez bien qu'au moment où le Nightbringer se réveille, en même temps que lui, son vaisseau se réveille. Il était camouflé dans l'espace. Malheureusement pour le dieu vivant, le Nightbringer, il fut vaincu. À ce moment-là, il décida de disparaître et ses gardes avec lui. De nombreux ultramarines sont tombés, et Barzano a été mortellement blessé. Dans son dernier souffle, il félicite Uriel et lui demande de veiller sur Pavonis et Chenaille. En dehors des ultramarines, le seul survivant de la bataille est Vandare Talon, qui s'est évanoui avant que le Nightbringer ne soit complètement réveillé. Les ultramarines l'escortent jusqu'à l'extérieur et détruisent le tombeau à l'aide d'explosifs, l'enterrant à tout jamais. Dans les mois qui suivent la bataille, l'ordre est rétabli sur la planète Pavonis. Des combats sporadiques se poursuivent entre les cartels rivaux, mais ils sont rapidement et impitoyablement réprimé avec l'aide des Space Marines ultramarines. Vandare Talon est condamné pour trahison et pendu, et de nombreux cartels plus importants tombent en désarroi suite à la mort de leur chef. Mikola Chenaille est autorisé à terminer son mandat de gouverneur, mais les cartels sont dépossédés de leur pouvoir et la planète est placée sous le contrôle direct de l'administratum. Lortuen Perged, le second de Barzano, le fameux inquisiteur, reste sur place en tant que représentant de l'administratum. La dépouille de Barzano est enterrée dans le palais du gouverneur. Uriel quitte alors la planète, ayant mis fin à ses doutes quant à son aptitude au commandement. En reconnaissance de cette nouvelle confiance, il décide de conserver la poignée de l'épée d'Idaeus, épée qui fut brisée lors des combats de Brandon Gate. Mais il décida surtout de s'en forger une nouvelle lame. Le Nightbringer, bien que privé de son vaisseau, attend son heure dans un système stellaire inhabité et commence à reprendre des forces. Car oui, le Nightbringer a besoin de son vaisseau pour prendre des forces et être totalement restitué de ses capacités de dieu. Je tiens vraiment à vous conseiller de lire ce livre, même si vous avez eu la fin et le début de l'histoire en entier. J'ai dit même pas 1% du livre, je vous ai vraiment parlé de l'histoire en général, et même si ça spoil la fin, je peux vous assurer, je connaissais déjà la fin, j'ai quand même adoré le lire. Il est rempli d'informations super bien décrites, super cool pour les fans de 40K, et surtout pour les gens qui n'aiment pas les Space Marines, je trouve que c'est l'un des meilleurs bouquins. La deuxième raison pourquoi est-ce que c'est autant bien pour les débutants par exemple, c'est que ce livre, et surtout cette série de livres, vu que j'ai dit à 6 bouquins quand même, vous allez voir dans ces livres tous les ennemis de l'Imperium. Tout ce qui est du chaos, tout ce qui est des Xénos, des Ordres, des Tyrannides, tout ça, vous allez pouvoir les affronter en lisant les histoires d'Uriel Ventris. En plus, il y a beaucoup de choses liées à de la politique, c'est hyper intéressant, ce livre est rempli de politique, et il est rempli évidemment de soulèvements d'État, comme vous avez pu le voir, mais c'est bien plus poussé que ce que l'on a dit aujourd'hui. Il faut aussi savoir que ce livre est sorti en 2002 ou en 2003, si je dis pas de bêtises, à l'époque où les Nécrons étaient considérés comme quasiment intuables, et surtout les Cthans, donc le fameux Nightbringer
Nightbringer qu'on a vu, c'est un Ctan. C'est censé être une écharde de Ctan actuellement. Attention, je mets des guillemets parce qu'à l'époque, c'était pas des échardes. En fait, c'était littéralement les dieux des étoiles. C'est ça que veut dire le mot Ctan. Mais par la suite, ça a été modifié le lore de 40K et ils sont devenus ce qu'on appelle des échardes de Ctan. Donc des échardes d'étoiles. Plus directement l'étoile complète. C'est plus le dieu comme il était. Alors que dans ce livre-là, le Nightbringer, il est autant puissant qu'un dieu. En réalité, dans le lore actuel et surtout sur plateau, c'est moins puissant parce que justement, ils se sont rendus compte peut-être qu'ils l'ont rendu trop fort. Ce qui, quand même, soyons honnêtes, très vrai. Pour faire simple, il claquait des doigts à cette époque-là, le Nightbringer, il détruisait la galaxie. Il détruisait les planètes comme ça, quoi. Heureusement, c'est pas autant fort parce que sinon, en quelques jours, il y a plus de galaxies. Mais c'est vraiment aussi l'un des personnages qui a le plus évolué. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo directement sur le Nightbringer, où je vous parle un peu plus de ce personnage et même de tous les autres dieux Ctan, Necron, etc., eh ben, on s'abonne et aux 35 000 abonnés, je vous fais cette vidéo-là. Voilà, c'est le deal. Si d'ailleurs vous voulez soutenir la chaîne, on vous en plaisir, dans la description et aussi dans le commentaire épinglé, il y a Holy Energy, c'est le meilleur partenaire de la chaîne. Moi, je touche un bon pourcentage à chaque fois que vous achetez par là. Ça soutient et évidemment, tout est réinjecté dans la chaîne pour aussi la gamme de figurines qui arrivera par la suite. Et aussi, évidemment, MyUbiPlace pour vos figurines moins chères avec évidemment le partenaire. Et si vous voulez soutenir gratuitement, simplement, sans que ça vous coûte quoi que ce soit, si vous voulez pas dépenser de l'argent simplement, abonnez-vous, commentez, partagez et dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire et dites-moi ce que vous voulez voir comme vidéo, quel sujet de lore vous voulez que je fasse prochainement. Le commentaire avec le plus de likes ira directement sur mon brainstorming sur les prochaines vidéos que je ferai. Merci à tous, prenez soin de vous, la santé, le physique, évidemment faites du sport, mangez bien, buvez sainement et surtout, on se retrouve très bientôt mes frères pour l'empereur.